Audiolib présente Salem de Stephen King. Traduit de l'anglais par Christiane Thiollier, Johan Bernard et Dominique Defer. Lu par Julien Châtelet. Pour Naomi Rachel King. Chose promise, chose due. Préface par Stephen King. Mon beau-père est aujourd'hui à la retraite, mais lorsqu'il travaillait au service des affaires sociales du Maine, il avait un écriteau très amusant accroché dans son bureau. Avant, j'avais 0 enfant et 8 grandes idées sur l'éducation. Maintenant, j'ai 8 enfants et 0 idée. C'est une loi universelle. Lorsque je n'avais publié encore aucun roman, j'avais quotidiennement 200 grandes idées sur l'écriture et l'art de la narration. 250 même dans mes bons jours. Aujourd'hui, j'ai 50 romans à mon actif et il ne me reste qu'une seule et unique idée concernant la fiction. Si votre serviteur devait tenir un séminaire sur l'écriture, en un quart d'heure j'aurais tout dit. Parmi les multiples idées qui m'animaient durant cet âge d'or, l'une d'entre elles était de parvenir à combiner le mythe du vampire gothique à la Dracula dans un récit réaliste à la Frank Norris, tout en gardant l'univers des comics d'épouvante que j'adorais tant quand j'étais enfant. Non seulement cela me paraissait parfaitement possible, mais j'étais certain que cela pourrait produire le grand roman du siècle. J'avais 23 ans, je me permets de vous le rappeler, alors cessez de ricaner. Je commençais tout juste à enseigner, l'encre était encore toute fraîche sur mon diplôme, j'avais publié 8 nouvelles et j'avais une confiance en moi absolue, qui touchait à la folie, sans parler d'une fatuité parfaitement ridicule quant à mon importance d'écrivain en ce millénaire. J'avais aussi une épouse qui savait taper à la machine et qui s'intéressait à mes histoires. 2 points qui me paraissaient accessoires et allaient de soi, et qui se sont révélés pour ma carrière 2 dons du ciel. Croyais-je sérieusement pouvoir combiner Dracula et les contes de la crypte et accoucher d'un nouveau Moby Dick? La réponse est oui. 2 fois oui. J'avais même prévu une partie au début intitulée Extracta, où je comptais inclure des notes, des citations et des épigrammes sur les vampires, comme Melville l'avait fait au sujet des baleines en ouverture de son livre. Craignais-je d'endurer la même infortune que Melville, qui, de son vivant, n'avait vendu que 12 exemplaires de son roman? C'était bien le cadet de mes soucis. Une autre de mes grandes idées sur l'écriture était qu'un romancier travaillait sur le long terme, à un niveau supérieur, et que, de ce point de vue, le prix terrestre des œufs importait peu. Une assertion qui aurait fait bondir de concert ma femme et Madame Melville. Quoi qu'il en soit, j'aimais l'idée que mon roman de vampire puisse contrebalancer celui de Bram Stoker, qui restait dans l'histoire comme le récit d'épouvante le plus optimiste de tous les temps. Le comte Dracula, à la fois craint et vénéré dans son fief reculé de Transylvanie, commet l'erreur de quitter ses terres. À Londres, il a face à lui des hommes et des femmes de science et de raison. Abraham Van Helsing, qui en sait long sur les transfusions sanguines. John Stewart, qui tient son journal intime sur les cylindres de cire d'un phonographe. Mina Harker, qui rédige le sien en sténo et qui sera plus tard la secrétaire des preux chasseurs de vampires. Stoker, à l'évidence, était fasciné par les inventions et les découvertes scientifiques. Le propos sous-jacent à son ouvrage est limpide. Un héritier des puissances maléfiques, si puissant soit-il, ne peut rien contre un groupe de Britanniques éclairés armés de la technologie moderne. Dracula est chassé de Carfax, sa propriété anglaise, repoussé jusqu'en Transylvanie, et se retrouve finalement le cœur transpercé d'un pieu au coucher du soleil. La victoire des chasseurs de vampires se paie certes au prix fort, et c'est là le génie de Stoker, mais l'issue heureuse ne fait aucun doute. Quand, en 1972, je me suis attablé pour écrire ma version de cette histoire,
Une version s'inspirant davantage des élucubrations illustrées juives américaines de William Gaines et d'Al Feldstein que des contes folkloriques roumains, un monde différent s'est ouvert devant moi. Un monde où la merveille technologique, tant chérie par Stoker, avait fait long feu, et où la science n'était plus porteuse d'espoir, mais d'inquiétude. Mon propre monde commençait à suffoquer sous ses rejets, épuisait ses réserves d'énergie, et devait faire face non seulement au péril nucléaire, mais également à la prolifération des armes atomiques. Dieu merci, la menace terroriste n'était pas encore d'actualité. À mes yeux, la société se situait au point le plus bas de l'arc-en-ciel technologique, et mon livre voulait rendre compte de cette décadence. Dans ce nouveau monde qui se profilait, le vampire finirait par manger les preux chasseurs de vampires au petit déjeuner, autrement dit, aux 12 coups de minuit. J'avais rédigé environ 300 pages de ce livre, que j'avais intitulé « Second Coming », lorsque Carrie a été publié, et mon idée première sur la direction du roman avait déjà volé en éclats. Il s'écoulerait des années avant que je n'apprenne l'existence du célèbre axiome d'Alfred Bester, à savoir « le patron, c'est le livre ». Mais j'avais découvert cette vérité universelle par moi-même en écrivant cette histoire qui s'intitulerait finalement Salem's Lot en version originale. Certes, l'écrivain peut imposer sa volonté, mais c'est la dernière chose à faire. Asservir une fiction au contrôle de l'auteur, c'est de la construction narrative. Mais si vous attachez votre ceinture et que vous laissez l'intrigue prendre les rênes, alors, et seulement alors, vous racontez une histoire. Et raconter des histoires est un processus aussi naturel que de respirer. La construction narrative n'est, par analogie, ni plus ni moins qu'un poumon artificiel. Compte tenu de ma petite connaissance des bourgades de Nouvelle-Angleterre, j'ai grandi dans l'une de ces mornes petites enclaves, il ne faisait aucun doute que mon comte Dracula sortirait victorieux de son combat contre les défenseurs souffreteux du monde rationnel. Mais je n'avais pas prévu que mes personnages n'auraient aucune envie de rester faibles et chétifs. Au contraire, ils se sont mis à avoir leur vie propre, à accomplir des actions, parfois intelligentes, parfois, certes, d'un héroïsme totalement stupide, mais de leur propre chef. La majorité des personnages de Stoker sont encore vivants à la fin de Dracula, ce qui n'est pas le cas dans Salem's Lot. Et pourtant, contre la volonté de son jeune auteur, le livre reste curieusement optimiste. Et j'en suis ravi. Je vois toujours les bosses et les défauts de carrosserie du fait de l'inexpérience de votre serviteur en son art, mais je trouve encore de nombreux passages poignants. Quelques-uns même animés d'une sorte de grâce miraculeuse. Doubleday avait publié mon premier roman et avait une option sur mon second. J'avais terminé celui-ci, ainsi qu'un troisième que je considérais comme un livre sérieux appelé Roadwork, chantier en français. J'avais soumis les deux textes à mon éditeur, Bill Thompson. Il les avait appréciés tous deux. Nous avions déjeuné ensemble, mais il ne m'a rien dit de tout le repas quant à son choix pour la publication. Sur le chemin du retour vers la maison d'édition, n'y tenant plus, alors que nous étions arrêtés à un carrefour entre Park Avenue et la 54e rue, j'ai mis les pieds dans le plat. Il m'a répondu « Roadwork aura sûrement l'estime de la critique, mais Second Coming, c'est Peyton Place avec des vampires. C'est captivant et ça peut faire un best-seller. Seulement, il y a un hic. » « Lequel ?» ai-je demandé au moment où le petit bonhomme des feux passait au vert. Les gens commençaient à bouger autour de nous. Bill s'est engagé sur la chaussée. À New York, les occasions de traverser une rue sont trop rares pour les laisser filer, même si l'instant est crucial, même si ce qui se joue, comme je l'ai pressenti sur le moment, va affecter toute votre existence. Le hic, c'est que vous allez être étiqueté écrivain de fantastique, m'a-t-il annoncé. J'étais si soulagé que j'en ai éclaté de rire. Je m'en fiche, qu'ils m'appellent comme ils le veulent, tant que j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Sortons Second Coming, ai-je dit. Et c'est ce qui s'est passé. Bien que le titre fût changé une première fois pour Jerusalem's Lot, parce que ma femme Tabby trouvait que Second Coming évoquait un manuel d'éducation sexuelle, et une deuxième fois pour Salem's Lot,
parce que Doubleday considérait que Jerusalem Slot faisait trop religieux. J'ai été effectivement étiqueté écrivain de fantastique. Un classement que je n'ai ni confirmé ni renié, même si cette appellation ne reflète en rien mes écrits. En revanche, cela offre un immense avantage pour les libraires. Ils savent sur quel rayon présenter mes livres. Depuis lors, j'ai abandonné toutes mes grandes idées sur la littérature, à l'exception d'une seule, la première de toutes. Une idée qui m'est venue, si mes souvenirs sont bons, à l'âge de 11 ans et qui m'accompagnera sans doute jusque dans la tombe. Raconter une histoire est agréable. Et ça l'est 10 fois plus encore s'il y a des gens pour l'entendre. Je pense que Salem Slot, malgré tous ses défauts, est l'un de mes meilleurs romans. L'un des plus effrayants aussi. Si vous ne le saviez pas encore, je vous le dis. Et si vous le saviez déjà, je vous le répète. Alors, éteignez la télévision. Et pourquoi pas toutes les lumières tant que vous y êtes, sauf celle au-dessus de votre fauteuil de lecture. Et parlons maintenant vampires dans la pénombre. Je pense objectivement pouvoir vous faire croire en leur existence, parce que, lorsque j'écrivais ce livre, j'y croyais moi-même. Center Lovell, Maine, 15 juin 2005. Note de l'auteur. Personne n'écrit un roman tout seul, et j'aimerais prendre un peu de votre temps pour remercier certaines personnes qui m'ont aidé à achever celui-ci. G. Everett McCutcheon, de la Hamden Academy, pour ses conseils pratiques et ses encouragements. Le Dr John Pearson, d'Oldtown, Maine, médecin conseil du comté de Penobscot et digne représentant d'un corps médical quasi irréprochable, celui des médecins généralistes. Le père Reynald Ali, de l'église Saint-John à Bangor, dans le Maine, et, bien entendu, mon épouse, dont les critiques ont été aussi inflexibles et sévères que de coutume. Même si les villes qui entourent Salem sont réelles, Salem en elle-même n'existe que dans l'imagination de votre serviteur, et toute ressemblance entre ses habitants et des personnes appartenant au monde réel serait purement fortuite et involontaire. Prologue. Mon ami, que cherches-tu? Après de longues années d'errance, tu reviens, la tête pleine d'images, recueillie sous des cieux étrangers, loin de ta patrie. George Seferis. 1. C'est le père et le fils, se disait-on en les voyant. Ils traversaient le pays suivant une diagonale chaotique, du nord-est au sud-ouest, dans une vieille Citroën, empruntant de préférence des routes secondaires, s'arrêtant de ci de là. Ils firent 3 haltes dans leur périple avant d'atteindre leur destination finale. La première à Rhode Island, où l'homme aux cheveux bruns trouva un travail dans une usine textile, puis à Youngstown, dans l'Ohio, pendant 3 mois, où il travailla comme OS sur une chaîne d'assemblage de tracteurs. Et enfin, dans une petite ville de Californie, à côté de la frontière mexicaine, comme pompiste dans un garage où l'on réparait des petites voitures étrangères. Il s'était découvert à cette occasion un don pour la mécanique et il en tira une certaine fierté. Partout où il s'arrêtait, l'homme achetait un journal du Maine, le Press Herald de Portland, et regardait s'il s'y trouvait quelques nouvelles d'une petite ville du nom de Jerusalem Slot. Cela arrivait de temps en temps. Un peu avant d'avoir atteint Central Falls, Rhode Island, il écrivit dans des chambres de motel le canevas d'un roman et l'expédia à son agent littéraire. Car il avait été écrivain, il y avait de cela des millions d'années, avant que les ténèbres eussent obscurci sa vie. Il avait même connu un certain succès. L'agent communiqua le projet à l'éditeur qui avait publié son dernier livre. Celui-ci manifesta un intérêt poli, mais d'avance pécuniaire, il ne fut point question. En revanche, ils sont toujours généreux sur les remerciements et les formules de politesse, puisque ça ne leur coûte pas un rond, expliqua l'homme à l'enfant en déchirant la lettre de l'éditeur. Il le dit sans trop d'amertume, et cela ne l'empêcha pas de se mettre à l'ouvrage. L'enfant ne parlait pas beaucoup.
Son visage gardait une expression douloureuse et son regard était comme assombri par quelque triste paysage intérieur. Dans les restaurants et les stations-service où il faisait halte, il était poli, mais sans plus. On avait l'impression qu'il ne voulait pas perdre l'homme de vue un instant, et que le seul fait de le voir disparaître dans les toilettes le rendait anxieux. L'homme essayait parfois d'évoquer Jerusalem's Lot, mais l'enfant refusait d'en parler, et ne jetait jamais un regard sur les journaux que l'homme laissait traîner à dessein sous ses yeux. Le livre fut écrit au bord de la mer. Ils s'étaient installés dans un petit bungalow en bordure de la plage, loin de la route. Ils nageaient tous les deux pendant des heures. Le Pacifique était plus chaud que l'Atlantique, plus amical. Aucun souvenir n'y était attaché. Le corps de l'enfant devint tout doré. Ils faisaient 3 vrais repas par jour et avaient un toit au-dessus de leur tête. Mais l'homme se posait des questions. Il avait pris la responsabilité de ce jeune garçon, et s'il ne s'inquiétait pas pour ses études, l'enfant était intelligent et apprenait facilement, comme cela avait été son cas au même âge. Il se demandait en revanche s'il était bon pour lui de faire comme si Salem n'existait pas. L'enfant criait parfois dans son sommeil, et rejetait ses couvertures au bas du lit comme s'il repoussait des assaillants invisibles. Une lettre arriva de New York. L'agent littéraire annonçait à l'homme que Random House lui offrait une avance de 12 000 $ et qu'une vente en club était pratiquement assurée. Cela lui convenait-il? Évidemment. Il quitta le garage où il travaillait et passa la frontière en compagnie de l'enfant. 2. Los Zapatos, les chaussures, un nom qui ravissait l'homme secrètement, était un petit village situé à proximité de l'océan. On y voyait peu de touristes. Les routes étaient mauvaises. Il fallait faire 8 kilomètres pour apercevoir l'Atlantique et l'intérêt historique du site était nul. La gargote du coin était infestée de cafards et l'unique prostituée était une aïeule d'au moins 50 ans. Maintenant que les États-Unis étaient derrière eux, un calme irréel, presque miraculeux, avait gagné leur existence. Pas d'avion, ou presque, sillonnant le ciel au-dessus de leur tête. Pas d'autoroute dans les environs. Et pas une tondeuse à gazon à 100 kilomètres à la ronde. Personne ne pouvant ou ne songeant à en acheter. Ils avaient un poste radio, mais c'était un bruit de fond sans incidence. Les bulletins d'information étaient en espagnol. Le garçon commençait un peu à comprendre, mais pour l'homme, cela restait un charabia impénétrable. La seule musique diffusée était de l'opéra. Le soir, parfois, il réussissait à capter une station pop de Monterrey animée par le légendaire Wolfman Jack, mais la liaison était mauvaise, quasi inaudible. Le seul bruit de moteur était celui du vieux motoculteur d'un fermier des environs. Lorsque le vent soufflait dans leur direction, le bourdonnement asthmatique des pistons leur parvenait par bouffées évanescentes et fantomatiques. Quant à l'euro, ils la puisaient au puits à la main. 1 ou 2 fois par mois, pas toujours ensemble, l'homme et l'enfant allaient à la messe dans la petite église du bourg. Ni l'un ni l'autre ne comprenaient le sens de la cérémonie, mais ils y assistaient tout de même. L'homme s'assoupissait quelquefois dans la chaleur accablante qui régnait à l'intérieur, bercé par le rythme régulier des chants. Un dimanche, l'enfant alla trouver sous l'auvent branlant l'homme qui était en train de travailler à son nouveau roman et lui dit d'une voix hésitante qu'il songeait à se faire baptiser et qu'il en avait parlé au curé. L'homme hocha la tête et lui demanda s'il connaissait maintenant suffisamment l'espagnol pour pouvoir suivre un enseignement religieux. L'enfant affirma qu'il n'y aurait pas de problème. 1 fois par semaine, l'homme faisait 60 kilomètres pour se procurer le Press Herald de Portland. Les seuls numéros qu'il trouvait étaient en général vieux de 8 jours et parfois imprégnés d'urine de chien. 15 jours après que le garçon lui avait fait part de son projet de baptême, l'homme trouva dans le journal un grand article sur Salem et sur une ville du Vermont appelée Momson. Le nom de l'homme y était même mentionné. Il laissa à dessein l'exemplaire sur la table, tout en sachant qu'il y avait peu de chances que l'enfant y jette un coup d'œil. L'article lui avait donné un choc. Il semblait que tout ne fût pas fini à Salem. L'enfant vint le trouver le lendemain, le journal à la main, avec la manchette en évidence. « Une ville fantôme dans le Maine ?»
J'ai peur, dit-il. Moi aussi, répondit l'homme. 3. Une ville fantôme dans le Maine de notre envoyé spécial John Lewis, Presse Herald de Portland. Jerusalem Slot. Jerusalem Slot est une petite ville située à l'est de Cumberland et à 30 km au nord de Portland. Ce n'est pas la première ville américaine dans l'histoire qui ait été désertée tout d'un coup, et ce ne sera probablement pas la dernière. Mais c'est un cas des plus étranges. Dans le sud-ouest des États-Unis, les villes fantômes sont chose fréquente. On a vu des agglomérations naître en une nuit autour d'un filon d'or ou d'argent et disparaître avec la même rapidité quand le filon était épuisé. Il ne restait plus aux magasins, aux hôtels, aux saloons, devenus brusquement déserts, qu'à tomber en ruine dans le silence. Mais en Nouvelle-Angleterre, le seul exemple d'une ville qui se soit vidée comme Jerusalem Slot, ou Salem, comme on dit là-bas, c'est une petite bourgade du Vermont du nom de Mommsen. Pendant l'été 1923, les 312 habitants de Mommsen se sont volatilisés. Les maisons et les quelques boutiques du centre de la ville sont encore debout, mais elles n'ont pas été occupées depuis 52 ans. Dans certains cas, les meubles ont été enlevés, mais la plupart du temps, les maisons sont encore meublées. C'est comme si, un jour semblable à tous les autres, un grand vent avait balayé tout le monde. Dans une des maisons, la table est dressée et décorée d'un bouquet de fleurs depuis longtemps fanées. Dans une autre, le lit est ouvert, comme si quelqu'un allait s'y coucher. Dans le magasin de nouveautés, une pièce de tissu en décomposition est posée sur le comptoir et la caisse enregistreuse marque 1,22 $. Les enquêteurs ont retrouvé près de 5 000 $ intacts dans le tiroir caisse. Les gens de la région se plaisent à raconter l'histoire aux touristes et leur donnent à entendre que la ville est hantée. C'est ce qui explique, disent-ils, qu'elle soit restée inhabitée. Il y a à cela une raison plus vraisemblable. Mommsen est située dans un coin perdu, loin de toute grande route. Elle n'offre rien que l'on ne puisse trouver ailleurs, si ce n'est sa désertion insolite, comme celle du Marie Céleste, le célèbre vaisseau fantôme. On peut dire à peu près la même chose de Jerusalem Slot. Au recensement de 1970, Salem comptait 1319 habitants, 67 âmes de plus qu'au recensement précédent 10 ans avant. C'était un petit bourg tranquille, où rien de notable ne s'était jamais passé. La seule date que les anciens aimaient à rappeler, lorsqu'ils se retrouvaient au jardin public ou autour du poêle dans le magasin d'alimentation de Milt Crossen, c'était 1951, l'année où une allumette imprudemment jetée avait allumé le plus grand incendie de toute l'histoire du Maine. Si l'on voulait passer ses vieux jours dans une petite bourgade paisible de campagne, où chacun s'occupe de ses affaires, et où le plus grand événement de l'année, c'est le concours de gâteaux des dames du comité de charité, alors Salem était le bon choix. Le recensement de 1970 montrait une pyramide des âges classique des zones rurales. Un profil démographique commenté par tous les sociologues et vécu par n'importe quel habitant d'une petite ville du Maine, à savoir une population vieillissante, plutôt pauvre, et un exode des jeunes, massif et sans retour, qui fuient la région sitôt leur diplôme en poche. Mais il y a un peu plus d'1 an, il a commencé à se passer des choses inhabituelles à Jerusalem Slot. Les gens se sont mis à disparaître. La plupart d'entre eux n'ont pas vraiment disparu, bien sûr. Ainsi, l'ancien chef de la police municipale, Parkins Gillespie, vit avec sa sœur à Kittery. Charles James, le propriétaire du garage à côté du drugstore, gère maintenant une boutique dans les environs, à Cumberland. Pauline Dickens est allée habiter à Los Angeles et Rhoda Curless travaille à Portland, à la mission Saint-Matthew. On pourrait continuer ainsi longtemps. Ce qui est très étrange, cependant, chez les gens que l'on a retrouvés, c'est que tous refusent ou sont incapables de parler de Salem et de ce qui a pu s'y passer. L'agent-chef Parkins Gillespie s'est borné à regarder notre enquêteur et à dire, en allumant une cigarette, « J'ai décidé de partir, voilà tout. » Charles James a déclaré qu'il avait dû quitter la ville parce que ses affaires périclitaient faute de clients. Pauline Dickens, qui avait travaillé comme serveuse pendant des années au café L'Excellent, n'a jamais répondu à notre lettre, et Miss Curless refuse de dire le moindre mot sur Salem.
Avec un peu de recherche et de déduction logique, on s'explique assez bien certaines disparitions. Un agent immobilier du nom de Lawrence Crockett, qui a disparu avec sa femme et sa fille, a laissé derrière lui bon nombre de transactions foncières et d'affaires commerciales hasardeuses. Il s'est livré notamment à une vaste spéculation sur le terrain où l'on construit actuellement le grand centre commercial de Portland. Les McDougall, qui comptent aussi parmi les disparus, venaient de perdre un bébé, et peu de choses les retenaient à Salem. Ils pourraient être n'importe où. D'autres sont à classer dans la même catégorie. Le capitaine Peter McPhee, chef de la police du Maine, nous a confié « Nous lançons des avis de recherche pour un grand nombre d'habitants de Jerusalem Slot, mais ce n'est pas la seule ville de l'État où l'on ait constaté des disparitions. Prenons le cas de Royce McDougall. Il devait de l'argent à une banque, ainsi qu'à 2 compagnies financières, lorsqu'on a perdu sa trace. À mon avis, dans son cas, il ne s'agit que d'un petit escroc qui a trouvé une bonne combine pour s'en sortir. Un jour ou l'autre, il se servira d'une de ses cartes de crédit et les types des agences de recouvrement lui tomberont dessus à pieds joints. En Amérique, c'est quasiment une tradition de disparaître dans la nature. On vit dans une société axée sur l'automobile. Les gens mettent les bouts et se trimballent ailleurs tous les 2 ou 3 ans, et ils laissent plus souvent des ardoises que leur adresse. Mais, si pertinentes que soient les réflexions du capitaine McPhee, il n'en reste pas moins que certaines questions restent sans réponse. Henry Petrie, sa femme et son fils ont disparu. Et M. Petrie, cadre supérieur dans une compagnie d'assurance, n'avait certainement rien d'un mauvais payeur. L'entrepreneur des pompes funèbres, la bibliothécaire et l'esthéticienne ne sont plus là non plus. La liste des abonnés absents est d'une longueur impressionnante. Dans les bourgades des alentours, les rumeurs vont bon train. On chuchote que Salem est hanté. Des gens voient d'étranges lueurs colorées se promener sur la ligne à haute tension qui traverse la ville. Et si vous lancez l'idée que les habitants ont peut-être été enlevés par des extraterrestres, personne ne se moquera de vous. On parle aussi de jeunes gens qui se seraient réunis pour célébrer des messes noires et qui auraient ainsi attiré le courroux divin sur cette petite cité. Enfin, sans aller chercher des explications aussi surnaturelles, certains ont rappelé le cas de ces jeunes garçons disparus à Houston, Texas, il y a 3 ans environ, et qui ont été retrouvés morts, victimes de crimes rituels. On n'est pas loin de trouver du sens à ces propos après s'être rendu à Salem. Il n'y a plus une seule boutique ouverte. Le drugstore Spencer a été la dernière à fermer ses portes en janvier. L'épicerie Crossan, le magasin de meubles Barlow & Straker, la quincaillerie, le café L'Excellent et même la mairie. Tout est bouclé. La nouvelle école primaire est vide, ainsi que le lycée du district construit à Salem en 1967. Les équipements scolaires et les livres ont été transférés dans des bâtiments provisoires à Cumberland en attendant qu'une décision soit prise par les autres villes du district. Mais il semble qu'aucun enfant originaire de Salem ne se soit inscrit pour la nouvelle année scolaire. Plus un seul enfant à Salem. Rien que des boutiques abandonnées, des maisons désertes, des pelouses en friche et des routes défoncées. Dans la longue liste des gens que la police du Maine recherche activement, citons encore John Groggins, pasteur de l'église méthodiste de Jerusalem Slot, le père Donald Callahan, curé de Saint-Andrew, Mabel Wertz, une veuve qui jouait un rôle important dans les œuvres sociales et dans la vie paroissiale, Lester et Harriet Durham, employés tous les 2 à l'usine textile de Gates Falls, Eva Miller, qui tenait une pension de famille. 4. 2 mois après la parution de cet article, l'enfant fut baptisé. Il fit alors sa première confession, et confessa tout. 5. Le curé de Los Zapatos était un vieux prêtre à cheveux blancs. Son visage était strié de rides et tanné par le soleil, mais ses yeux étaient d'un bleu délavé, comme ceux d'un Irlandais, qui lui donnait un regard étonnamment vif et pénétrant. Quand l'homme se présenta chez le prêtre, il était en train de boire du thé sous l'auvent. Debout à ses côtés se tenait un étrange personnage, vêtu d'un costume de ville, et dont les cheveux, divisés par une raie au milieu, étaient gominés et coiffés en arrière à la mode des années 1890.
L'inconnu se présenta avec solennité. « Je suis Jesus de la Rey Muñoz. Le père Gracon, ne connaissant pas l'anglais, m'a demandé de lui servir d'interprète. Qu'il me suffise de vous dire qu'il a rendu à ma famille un grand service et que je m'engage à ne jamais parler à quiconque des choses dont il souhaite discuter avec vous. Cela vous convient-il? » « Oui. » L'homme serra la main de Muñoz et celle de Gracon. Gracon le salua en espagnol et lui sourit. Il n'avait plus que 5 dents, mais son sourire était chaleureux. « Il demande si vous voulez une tasse de thé. C'est du thé vert, très rafraîchissant. »« Volontiers. » Après quelques échanges d'amabilité, le prêtre dit « Cet enfant n'est pas votre fils. »« Non. » Il m'a fait une étrange confession. Dans toute ma vie de prêtre, je n'en ai jamais entendu de semblable. Cela ne me surprend pas. Il a pleuré, dit le père Gracon après avoir avalé une gorgée de thé. C'étaient des larmes impressionnantes, des larmes qui lui venaient du fond de l'âme. Vous imaginez la question qui me tourmente depuis? Oui, dit l'homme d'une voix égale. Mais elle n'a pas de raison d'être. L'enfant vous a dit la vérité. Gracon comprit sans que Muñoz eût besoin de lui traduire. Son visage devint grave. Il se pencha en avant et, les mains jointes au-dessus de ses genoux, parla un long moment. Muñoz écoutait avec intensité tout en gardant un visage impassible. Quand le prêtre eut fini, il traduisit. Il dit qu'il se passe ici-bas d'étranges choses. Il y a 40 ans, un paysan d'El Grañones lui a apporté un lézard qui poussait des cris de femme. Il a vu un homme avec les stigmates, les marques de la passion du Christ, et cet homme avait les mains et les pieds qui saignaient le vendredi saint. Il dit que vous avez été mêlé à quelque chose d'obscur et de terrible, que c'est grave pour vous et pour l'enfant, particulièrement pour l'enfant, que cela ronge. Il dit... Gracon l'interrompit pour ajouter quelques mots. Il demande si vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, là-bas, à la Nouvelle-Jérusalem. À Jérusalem Slot, rectifia l'homme. Oui, je m'en rends compte. Gracon reprit la parole. Il voudrait savoir ce que vous comptez faire. L'homme secoua lentement la tête. Je ne sais pas. Gracon dit encore quelques mots. Il dit qu'il va prier pour vous. 6. Une semaine plus tard, l'homme s'éveilla d'un cauchemar ruisselant de sueur et appela l'enfant. « Je retourne là-bas, » dit-il. L'enfant pâlit sous son hâle. « Tu te sens la force de venir avec moi ?» demanda l'homme. « Est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, je t'aime. Bien sûr que je t'aime. » L'enfant se mit à pleurer et l'homme le serra contre lui. 7. Mais l'homme ne put retrouver le sommeil cette nuit-là. Des visages flottaient dans l'ombre, comme au travers d'un brouillard neigeux, et quand une branche d'arbre agitée par le vent griffait le toit, il sursautait dans son lit. Jérusalem Slot. Il ferma les paupières, mit son bras devant ses yeux, et tout lui revint. C'était comme s'il serrait de nouveau le presse-papier de verre, celui avec la neige qui tombait quand on le secouait. Jérusalem Slot. Salem.